Une nouvelle rencontre ce mercredi 22 mai ici à Sontexpo et nous sommes très heureux de retrouver, de rencontrer Xavier Bertrand, l'ancien ministre de la Santé, ancien ministre du Travail. Xavier Bertrand, quand je vous reçois aujourd'hui, j'ai envie également de reparler du passé. Vous avez été ministre de la Santé, vous avez été ministre du Travail, vous avez été ce qu'on appelle un grand ministre des Affaires sociales. Aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution de notre système de santé, qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes heureux de son succès, désespéré, parce il y a eu une émission où on disait qu'on était au bord du gouffre. Est-ce que c'est vrai? En étant sérieux, Oui, c'est vrai. Très, très inquiet. Et c'est la raison pour laquelle je réponds à votre invitation, parce que je suis en train de retravailler ces questions de santé en faisant comme si je n'y connaissais rien. Non, c'est très important, parce que quand j'ai pris mes fonctions la première fois, c'était voilà 20 ans, une éternité. Et qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de reprendre le fil des propositions que j'ai pu faire, des réformes que j'ai pu faire, notamment avec Philippe Douste-Blazy et pas seulement, pour se dire, allez, il suffit de les actualiser. Il faut des propositions totalement nouvelles parce que le cadre et les exigences sont vraiment différents et sont vraiment nouveaux. Et qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre un pansement sur des plaies qui sont béantes, mais d'essayer de penser avec un temps d'avance à notre système de santé dans les 10 mois qui viennent, mais à 10 ans, à 20 ans et à 30 ans. D'une certaine façon, on est à nouveau en 1958. Je ne veux pas faire un retour vers le passé, mais les exigences sont clairement celles-là. Mais si vous êtes aujourd'hui avec les exigences de demain, vous devez être fidèle aux principes qui sont constants dans notre système de santé, à savoir notamment qu'il est dual. C'est-à-dire qu'on marche bien sur deux jambes, il y a une jambe publique et une jambe privée. Là, vous rentrez déjà dans le centre de notre débat. Non, parce que c'est la question des valeurs, et ça, pour moi, c'est le point fondamental. Si on oublie ça, ça ne peut pas marcher. Et vous avez le sentiment quand même que notre France sociale, d'une manière générale, est remise en cause, pourrait être remise en cause par quoi? Par manque de moyens, par manque d'enthousiasme, par crainte, par concurrence, etc. Manque de vision, manque de moyens, ne nous racontons pas d'histoire. Notre système de santé, compte tenu des enjeux et des besoins, ne pourra pas fonctionner dans les années qui viennent s'il n'y a pas des ressources et des moyens supplémentaires. Ce n'est pas possible. On peut bien évidemment faire des économies, mais au final, l'allongement de l'espérance de vie, quand vous avez également un certain nombre de fléaux de santé publique, et l'obésité étant l'un des premiers, quand vous voyez les nouvelles thérapies, quand vous voyez la place de l'IA dans les années qui viennent, ceux qui pensent qu'on peut faire avec les mêmes moyens sont des menteurs ou des inconscients. J'en reviens quand même à la réalité de ce qu'était il y a 20 ans et puis il y a 10 ans notre système de santé. Il connaissait aussi des déficits, des manifestations, des mécontentements, mais aussi il y avait aussi des satisfactions, il y avait des tas de choses qui se faisaient comme ici, d'innovation, etc. Bon, est-ce que vraiment, fondamentalement, vous dites qu'on a tourné le dos à ce qu'était 1958, à ce qu'était la volonté des pères fondateurs? Mais même sans tourner le dos, vous ne pouvez pas continuer avec les mêmes réformes. Regardez, 1958, notamment les CHU. La loi de 2004 que nous portons avec Philippe Douste-Blazy, elle a 20 ans. Mais où est la loi suivante? Je sais que bien souvent, il y a une multiplication... Il y a eu HPST, il y a eu Ma Santé 22, il y a eu... Attendez, pour l'hôpital, et pas pour justement la médecine de ville. Pour la médecine de ville, c'est la loi de 2004 qui fait référence, et vous l'indiquiez tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de me replonger dans le détail de ces années-là, parce que j'ai été auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui auditionne l'ensemble des ministres de la Santé depuis 20 ou 25 ans. Et on s'aperçoit à l'époque que cette réforme, dont certains doutent beaucoup, permet de diviser le déficit de la branche maladie par 2, sans casser la confiance et en permettant d'installer justement ce qui a été une loi socle en la matière. Et vous vous rendez compte que 20 ans après, on est toujours sur la lancée de cette loi-là. Et vous disiez aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans qui ont été menés, des plans de santé publique, mais qui n'étaient pas réservés à l'hôpital public, dont l'hospitalisation privée était aussi l'un des acteurs. Vous voyez, on a été fidèle à ces principes-là à l'époque. Et puis, si vraiment des choses négatives avaient été faites, et j'ai eu 8 successeurs, j'ai quitté mes fonctions voilà 12 ans, si vraiment il y avait des choses à faire, il ne fallait pas qu'ils se gênent ensuite. Ça n'a pas été le cas. Alors, il y avait déjà, nettement moins que maintenant, il y avait également de la formation de jeunes médecins, de jeunes soignants, sans doute en nombre, on s'en est rendu compte, probablement insuffisant. Est-ce que ça
Est-ce que vous vous en étiez rendu compte que l'on ne formait pas assez de, Alors attendez, assez de médecins? Je sais en particulier que vous vous intéressez beaucoup à ces questions. Je le dis non pas pour vous être agréable, mais simplement pour reconnaître les faits. Reconnaissons les faits. Il y a un point qui est important, c'est que j'étais un ministre de la Santé qui n'était pas un professionnel du système de santé. Au début, certains se sont dit, est-ce que ce n'est pas un handicap? Et au final, ça permettait d'avoir un regard complètement transversal. Ou alors, l'acteur du système de santé que j'étais, c'était celui d'un patient. Mais ça permettait d'éviter d'être dans le côté, est-ce qu'un généraliste sait parler aux spécialistes? Est-ce qu'un hospitalier sait parler justement à la médecine de ville? Est-ce que quelqu'un du public sait parler au privé? Et ça, je pense que ça a été un atout. En plus, j'ai un système, c'est que j'ai beau avoir d'excellents conseillers, qui ont fait d'ailleurs de brillantes carrières ensuite, j'ai besoin d'avoir mes connexions, mes contacts, mes réseaux hors hiérarchie. Et c'est ça qui joue. Et après, j'ai aussi réussi, avec un certain nombre d'acteurs du système, à nouer des relations de confiance. Je sais quelles sont leurs idées, je sais ce qu'ils défendent, mais quand on est en confiance, on peut davantage travailler avec eux. C'est notamment le cas, pardonnez-moi de le dire, pas le gêner, mais Lamine Garbi, c'est quelqu'un avec qui j'ai appris à connaître. On avait des différences à des moments donnés, mais on regardait dans la même direction. Et je peux le dire aussi pour d'autres acteurs, FHP, FHF, ces relations-là sont importantes. Parce que la santé, vous ne pouvez pas la transformer sans les acteurs de santé. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est l'une des clés. Oui. On va reparler des relations, ce que vous appelez les deux pieds. J'ai fait une digression. Le système de santé, les jeunes médecins. J'en étais tellement conscient. Je ne vous aurais pas oublié, rassurez-vous. Je vous fais confiance. J'avais noté. Ou alors vous auriez changé. C'est que le numerus clausus, notamment, entre le moment où je prends mes fonctions 2003-2004, et le moment où je quitte mes fonctions, le numerus clausus aura été augmenté de 47%. 47%. Pourquoi? Parce que très vite, je discute avec des jeunes qui me disent qu'ils ne travailleront plus comme leurs prédécesseurs. Et ça n'était pas lié à la seule féminisation. Qu'est-ce qu'on a entendu? Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes médecins, et ces jeunes femmes médecins ne veulent pas travailler comme... Mais pas du tout. Ce n'est pas les femmes qui sont comme ça, c'est l'ensemble de ces jeunes médecins. Et je me souviens notamment de discussions avec des jeunes médecins, certains allaient s'installer, d'autres étaient installés, notamment à Amiens, qui m'avaient expliqué déjà, voilà 20 ans, ce qu'ils avaient en tête. Et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé d'augmenter massivement le numerus clausus en me heurtant à des résistances, parfois du ministère de l'Enseignement supérieur et aussi d'un certain nombre de doyens de facultés qui me disaient « mais comment on fait? On va élargir les murs et autres ». C'est-à-dire que parfois, personne... On est là entre nous, hein. Parfois de quelques syndicats aussi qui ne voulaient pas augmenter trop. Non, attendez. Les erreurs, je vais être poli, les erreurs en la matière, plus que des syndicats, sont des erreurs qui sont dues à une technostructure qui déjà s'était fait prendre la tête par Bercy, les impératifs, en partant du principe moins de médecins. Donc vous supprimez Bercy. Pardon. Si j'ai une heure, je vous dis ce que je pense de Bercy. Les bons côtés et les mauvais côtés. Malheureusement. Moins de médecins, moins d'actes, moins de dépenses, moins de déficit. Voilà les erreurs. Voilà, c'est aussi simple que cela. Or, un système de santé, il y a des besoins de santé et il faut les couvrir. Voilà. Et donc, l'erreur, et d'ailleurs, les technocrates ont pris le pouvoir ou ont pris le pouvoir dans la tête d'un certain nombre de politiques, et ça, gauche et droite, ça a été les mêmes erreurs. Et au début des années 2000, on change de logique en disant il faut simplement satisfaire les besoins de santé, il faut plus de professionnels. D'où l'augmentation de quasiment 50% les années où j'ai été ministre. Mais avec aussi un sujet, aujourd'hui, ça ne gêne personne d'avoir autant de jeunes qui vont faire leurs études dans l'une des plus grandes facultés qui accueillent des jeunes Français en Roumanie. On nous dit que le numerus clausus a été supprimé, vous savez bien qu'il a été décalé. Bon. Vous avez des familles qui se saignent pour que les enfants fassent des études de médecine ou de dentaire à Lisbonne, à Barcelone, et ça ne gêne personne. Vous n'êtes pas sûr qu'ils reviendront en France, et notamment leur stage, vous êtes certain qu'elle ne s'effectue pas dans des établissements en France. Quand est-ce qu'on arrête avec cette stupidité? Gabriel Attal, le Premier ministre, a annoncé qu'il allait passer d'ici 2027, on ne sait pas tout à fait le détail, mais enfin à 18 000, ce qui aujourd'hui, on doit être à 11-12 000 de médecins, de jeunes médecins en formation en première année. Bon, ça, c'est une bonne mesure. Vous le soutenez? Est-ce que vous le soutenez, là? Si on continue à flinguer le système libéral, il peut dire ce qu'il veut, il ne les aura pas, les 18 000. Parce qu'il est là le problème. Dans les principes qui aujourd'hui... Les jeunes sont toujours attirés par les études médicales, non? Oui, attendez. Si vous leur dites que la liberté de prescription, déjà, elle est singulièrement entamée,
Et si vous leur dites que la liberté d'installation le sera également, vous pouvez ouvrir les vannes comme vous voulez, vous n'aurez pas les médecins au rendez-vous. C'est ça la vérité. Quand je parlais tout à l'heure des grands principes, le système qui marche sur deux jambes et qui répond à ces objectifs, liberté de prescription, liberté d'installation, entamez ces principes et vous n'aurez pas les jeunes au rendez-vous. Vous dites aujourd'hui que notre système n'est plus équilibré, ne marche plus sur ses deux jambes, entre le public, le privé, la médecine libérale. Je sais pas, il y en a peut-être 4. Disons un tabouret avec 4 pieds, non, ça marche pas. Non mais attendez, parlons clairement. La jambe publique aujourd'hui n'est pas en forme et le gouvernement décide d'abîmer la jambe privée pour dire, et regardez, je ne favorise pas le privé, bien au contraire. C'est ça le fond du problème. Et là, vous avez un système qui forcément est boiteux. Et là, clairement, moi, c'est ce que je reproche, c'est que la facilité politique aujourd'hui, quand vous n'avez pas la volonté et la vision pour le système de santé, c'est de laisser s'affaiblir ou d'affaiblir l'un des piliers. La question, je le dis sur ce stand, mais je pourrais le dire aussi sur le stand de la FHF, c'est une folie ce qui est en train de se produire. Une folie. La question de la disparité de l'augmentation des tarifs est une folie. Et on va arriver exactement à un objectif contraire, une vue de court terme, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des cliniques privées, et je pense que c'est important de le dire, ou vous pouvez dire hôpitaux privés si vous voulez, qui vont être tellement fragilisées qu'elles seront amenées à fermer des services, alors même que l'hôpital public a du mal, lui, à absorber. Sauf que ça se fera dans quelques mois ou dans quelques années. Or, la responsabilité politique, c'est d'anticiper, c'est de prévoir. Ce qui est en train de se passer est quelque chose de dramatique, c'est à courte vue, et cet affaiblissement de notre secteur privé est une pure folie. J'en viens à... Alors même que, si je peux me permettre, si on lui faisait confiance, notamment sur certains sujets, notamment sur certaines filières, sur l'urgence, on s'apercevrait que le privé est aussi capable de répondre et avec ses caractéristiques d'assumer des missions de service public. Mais à part dans des cas de crise extrême comme le Covid, où on s'est aperçu justement que public-privé ensemble faisaient des choses formidables, on est toujours de la part du pouvoir politique avec de vraies préventions vis-à-vis du système privé. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Je parle encore d'un sujet d'actualité. On reviendra, si vous me le permettez, mais on est agile, sur un court passé. La convention médicale, à votre avis, ça va être signé, pas signé? On a eu des débats là. On a l'impression qu'on va vers une volonté d'apaiser les troupes. C'est la moindre des choses. Oui. Encore une fois, cette marque de défiance permanente vis-à-vis des professionnels de santé, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Vous voyez, c'est une grande différence de la réforme de 95 avec la réforme de 2004. C'est qu'en 95, la régulation, la maîtrise comptable ne fonctionne pas et nous faisons le choix à l'époque, en 2004, de la maîtrise médicalisée qui produira des effets plus importants que ceux que nous avions escomptés. Pourquoi ? En faisant confiance. En faisant confiance et en s'appuyant sur les professionnels. Mais encore une fois, aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser public sans penser au privé. Vous ne pouvez pas penser établissement sans penser à l'ambulatoire. Et vous ne pouvez pas parler des médecins, convention médicale, sans voir aujourd'hui le malaise profond qu'il y a sur les infirmiers libéraux, sur les pharmaciens et sur nombre d'acteurs du système de santé. On est aujourd'hui, notre système de santé est formidable, mais il obéit trop à une logique de silo. Les discussions actuelles ne cassent pas cette logique de silo. On a quand même le sentiment, quand on regarde avec une forme d'optimisme, en tout cas quand on a un peu le recul du temps, de se dire quand même il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les transferts de compétences. Il y a les médecins, bien sûr, hein, qui doivent jouer le rôle qui est le leur central. On avance un peu à la vitesse d'un escargot là-dessus. Ouais, ce qu'a fait, par exemple, j'ai reçu il y a quelques instants à votre place Madame Rist, notamment, et on a vu quand même qu'il y avait eu du travail vers les kinésithérapeutes, vers les infirmiers de pratique avancée. Ça, vous l'auriez fait? Vous le feriez? Vous continuez? Alors, sur les infirmières, sur les pratiques avancées, je reçois, je crois, en 2012, le rapport de Laurent Hénard, de Daniel Toupillier, je ne me souviens plus qui était le 3e signataire. C'était en 2012. Et on ne va pas claquer les pétards et sortir le champagne parce que 12 ans après, on commence à avoir des résultats, bon sang. Qu'est-ce qu'on attend pour aller plus vite? Il y a urgence. Notre système de santé, j'en suis intimement convaincu. Quand on est entre les mains des soignants, je ne connais pas un pays dans lequel vous préféreriez ou je préférerais être soigné. Il n'y en a pas un. Mais notre problème, c'est l'accès aux soins aujourd'hui. Et force est de reconnaître qu'aujourd'hui, dans trop nombreux domaines, les retards sont trop importants, avec à la fois une perte de chance et une baisse de qualité, alors même
que notre système de santé a le potentiel pour être le meilleur au monde. Et c'est ça qui aujourd'hui me fait enrager et qui fait d'ailleurs que je m'exprime à nouveau devant vous sur ces questions et qu'avec mon mouvement Nous France, j'ai l'intention d'être force de proposition sans attendre 2027, tant je pense qu'il y a urgence. Et ensuite, est-ce que les responsables publics, politiques écouteront ces propositions? Ça sera à eux de le dire. Mais on ne peut pas attendre 2027 et on ne peut pas jouer la politique du pire en disant on verra plus tard. Le reste à charge reste quand même relativement bas dans notre pays. Question. Vous trouvez? Question. Par rapport à d'autres pays. Attendez. D'ailleurs, on a l'impression qu'il est passé comme une lettre à la poste. Je fais attention, je dis question parce qu'il va me poser la question. C'est moi qui pose la question. Le doublement des franchises par boîte de médicaments, le reste à charge chez le médecin. Et vous savez qu'il y a, au-delà de ce qui a été affiché, mis en avant, sur le 100% dentaire, lunettes, il y a aujourd'hui une très grande partie qui reste à charge. 100% dentaire, 100% audio, ce sont quand même des réformes importantes. Vous les auriez prises? Ce sont des progrès. Écoutez, il me semble d'ailleurs avoir fait un certain nombre de choses pour des meilleurs remboursements et de ne pas avoir suivi bêtement, aveuglement des recommandations, notamment de Bercy, sur les déremboursements. Et de bien veiller justement à trouver d'autres solutions. Et Pascal, allons jusqu'au bout. Il y a même parfois où on aimerait avoir même une faible partie de reste à charge. On parle des pénuries de médicaments, qui est à la fois le symbole de notre déclassement et une honte que ressentent aujourd'hui nombre de pharmaciens et puis aussi les parents. Parce que vous avez pour les patients, mais il n'y a rien de pire notamment que les pénuries de médicaments pédiatriques. Moi, je peux vous dire une chose, que la dernière de mes enfants a bientôt 1 an, pendant tout l'hiver, quand vous galérez ou quand vous inscrivez pour avoir notamment, appelons-le un vaccin contre la bronchiolite, quand vous inscrivez dans les temps, qu'il y a une campagne gouvernementale et qu'au final vous faites le pied de grue pharmacie devant pharmacie parce que vous ne l'avez pas pour ce vaccin et qu'au final votre fille a la bronchiolite, eh ben, je peux vous dire que j'aurais bien aimé avoir le ministre face à moi, celui-là même qui disait qu'il n'y avait pas de problème de pénurie. Et ça vous l'avez à chaque fois. Et tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que derrière, nous ne payons plus le prix nécessaire pour les médicaments. Prenez notamment pour les enfants, regardez le Doliprane liquide. Ce qui vous est demandé par le pharmacien, ce n'est pas la part qui reste à votre charge, c'est le prix global. Même des pays comme le Portugal et comme l'Espagne payent mieux que nous. Et après, on s'étonne qu'on ait des pénuries de médicaments. Ce n'est pas un scandale français, ça? Alors, c'est un des éléments. Mais enfin, il y a la mondialisation, il y a le fait que nous avons perdu des usines, que nous ne fabriquons plus en France. Ici même, nous avons eu ce même débat. Pascal, si je peux me permettre. J'ai été auditionné par la commission du Sénat qui a fait des propositions très intéressantes sur la pénurie, sur les solutions. Ce que c'est devenu, ça doit caler le pied d'un meuble au ministère, comme d'habitude. Il y a de très bons rapports qui sont faits par des professionnels, par des parlementaires, et derrière, les responsables politiques s'assoient dessus. Non, il y avait des propositions qui étaient faites pour favoriser la recherche et pour favoriser notamment sur un certain nombre de médicaments la réindustrialisation. Là, aujourd'hui, parce qu'il y a le Doliprane qui va revenir, on est en train de se dire, allez, tout va bien. On parle un court instant du scandale qui se profile avec Biogarant. Un fleuron comme Biogarant, avec les pénuries qu'on connaît, qui serait vendu notamment très loin de la France. Quelles sont les garanties? Quelles sont les garanties? Mais c'est quand même une décision de l'industriel qui vend son entreprise et qui ne veut plus l'assurer et qui va probablement être racheté par des Indiens. C'est aussi ça la réalité, non? Et c'est le même qui me disait quelques instants qu'il fallait réindustrialiser et garder chez nous. Vous êtes à une contradiction près, là. C'est M. Macron qui vous l'a dit, ça. Non, c'est ce que vous reprenez à l'instant. Non, très sérieusement, sur Biogarant, c'est la question justement des génériques. C'est la question notamment de l'amoxicilline. On sait qu'on a été en difficulté. Et on va laisser filer ça en Inde? Non, il y a dans la loi française un dispositif qui permet de s'y opposer. Et je serais curieux qu'il y ait une vraie transparence en la matière pour que l'on puisse dire quels sont les acheteurs potentiels et qu'on continue à produire en France, pas seulement au nom de l'emploi, au nom de la création de valeur et au nom de la disponibilité de ces génériques. Produire chez nous, c'est aussi avoir la garantie que l'on continuera à être approvisionné. Oui, enfin, il y a quelques laboratoires étrangers, mondiaux, qui viennent en France. On dit d'ailleurs qu'on attire beaucoup de capitaux. Le président Macron, il y a 48 heures, s'est félicité de la réindustrialisation. Ça, c'est pas vrai? Bah écoutez, vous parlez de Choose France.
Oui. La réalité, c'est qu'on devrait bien souvent dire chose Hauts-de-France, parce que c'est dans ma région qu'il Oui, y a le en plus plus, de j'allais projets vous de dire. réindustrialisation. Donc je ne vais pas vous dire le Oui, contraire. dans votre région, vous devez vous en féliciter. D'ailleurs, vous Mais les bien appuyez, sûr. ces Bah, projets. j'ai des très J'ai grandes... vu qu'on vous voit souvent dans les inaugurations de nouvelles usines ou de futurs Ouais, enfin, projets. avant les inaugurations, il y a tout un travail pour les J'imagine, inciter, pour les ouais, inciter j'imagine. à venir. Non, mais allons jusqu'au bout. J'ai effectivement des très grands groupes. Chez moi, j'ai Astra, j'ai CSK notamment, entre autres. Je suis très heureux de les avoir. Mais derrière, on pourrait avoir davantage. Que vous disent ces grands industriels? Non, non, mais c'est très bien. Vous déroulez le tapis rouge pour l'implantation. Quand est-ce que vous facilitez derrière l'accès au marché et les conditions de prix? Parce qu'en France, ça reste le parcours du combattant. Produire en France a du sens. Mais si vous voulez être sur le marché français, il faut derrière qu'on ait un vrai process. Vous savez, tous les nouveaux médicaments dont on nous parle pour lutter contre l'obésité, regardez dans quels pays ils sont aujourd'hui disponibles et dans combien de temps et à quel prix ils seront admis au remboursement en France. Là, encore une fois, je vous ai dit, les grands discours, les implantations, c'est important, mais derrière, c'est la disponibilité pour les patients. J'ai reçu d'ailleurs là, ici également, Valérie Rabault, la députée, vice-présidente de l'Assemblée nationale, socialiste, hein, et qui a remis un rapport et qui a dit qu'effectivement, il fallait sans doute revoir les prix des médicaments. Alors même les socialistes ont l'air d'accord. Tout le monde va... Parce que c'est une question de disponibilité. Vous êtes dans un marché ouvert, je vous disais, sur nombre de médicaments, regardez combien on les paye en France. Quand je quitte mes fonctions, en 2012, je me rappelle intervenir dans le dernier PLFSS au Sénat, et je dis j'ai demandé beaucoup d'efforts à l'industrie du médicament, beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, on met en place à l'époque un fonds avant le crédit impôt recherche, pour faire la recherche en France. Et je dis mais attention, on est certainement à l'os ou près de l'os, et je le dis à mes successeurs, vous ne pouvez pas continuer sur le même registre. Ils ont continué sur le même registre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a une vraie fragilisation des officines de pharmacie jusqu'à une partie de l'industrie du médicament qui tout simplement ne fait pas le choix de la France parce que notre marché n'est plus assez attractif. On le déplore ou pas, mais en attendant, si on veut avoir la disponibilité des médicaments, il faut y mettre le prix. Alors quand on est ministre de la Santé ou qu'on s'intéresse à la santé, il y a des crises aussi. Alors on a eu celle du Covid. En passant, comment on l'a gérée? Comment le gouvernement l'a gérée selon vous? Pas si mal? Bien? Pas bien? Où étaient les masques? Quand je quitte mes fonctions, il y a 1,4 milliard de masques dans les stocks de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, les rapports parlementaires l'ont dit. Ils sont passés où? Ils ont été détruits par qui? Pourquoi? Gouverner, c'est prévoir. Et alors vous avez également subi d'autres crises. Hein. Je me souviens notamment la crise du Mediator. Hein, mais ça vous laisse quoi comme souvenir d'être préparé également à ce genre de crise? Il n'y a pas eu que celle-ci. Il y a eu la préparation du pays à la crise H5N1, qui était avec un risque létal beaucoup plus important que H1N1. Il y a eu la crise du chikungunya. Il y a eu une canicule en 2006 qui était plus importante en nombre de jours de chaleur qu'en 2003. Là, ce n'était pas vous. En 2006. Je vous ai dit qu'elle était plus importante qu'en 2003 par le nombre de jours de chaleur et par les températures, mais notre système était aussi mieux préparé. Et puis à des moments de tension extrême, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était important d'avoir des contacts directs et ne pas avoir seulement la hiérarchie du ministre de la Santé, du ministère de la Santé, pour savoir quelle était la réalité des choses. Il y a eu, je vous l'ai dit, la chikungunya, la dengue, et la crise du Mediator où il a fallu refonder complètement la politique du médicament parce qu'il y avait eu des défaillances terribles. Il y a à la fois celui qui avait produit le Mediator, laboratoire Servier, mais l'État aussi avait failli à sa mission et c'est ça qu'on a refondé en totalité. Ouais. Je voudrais vous interroger maintenant le président de région pour terminer notre entretien. Alors là aussi, d'ailleurs, dans votre région, il y a beaucoup de problèmes épidémiologiques et d'autre part, il y a quand même pas mal d'initiatives que les collectivités locales prennent avec les agences régionales de santé ou de manière indépendante. Je vois qu'il y a plutôt de manière indépendante, hélas. Je vois qu'il y a des AC, des ZIC, des ART. Enfin, j'ai regardé, il y a aussi de forts investissements en radiologie, je crois que vous pilotez. Comment vous procédez? On procède en faisant du bricolage parce que l'État ne nous fait pas confiance au point de déléguer des compétences. Moi, je le dis très clairement. Je pense que la santé, les conditions de remboursement, des plans stratégiques, c'est de la responsabilité de l'État. Mais si vous ne donnez pas des responsabilités dans les territoires, dans les régions, ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher. Vous avez des contrats plan État-région en santé? Oui, des contrats de plan en matière de santé. Ben non, on ne nous fait pas confiance. On nous demande parfois de cofinancer, mais on n'a aucune vision. Moi, je voudrais pouvoir intervenir beaucoup plus largement au titre de la prévention. Vous le savez, que ce soit l'interdiction de fumer dans les lieux publics, que j'ai eu l'honneur de porter avec le décret de novembre 2006, que ce soit en prenant en charge l'ostéodensitométrie, que ce soit aussi en lançant des opérations qui existent toujours comme MT-dents. J'ai commencé à faire prendre ce virage, j'aurais aimé qu'on aille beaucoup plus loin. Les régions peuvent être les acteurs pour investir dans la formation, c'est-à-dire s'investir et investir budgétairement. Mais il faudrait qu'on fasse autre chose que de nous ouvrir le vasistas pour nous demander de faire un chèque de temps en temps. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit des partenaires à part entière. Mais ça veut dire aussi revoir les ARS. Les ARS sont beaucoup trop grandes, les ARS couvrent trop de champs, les ARS n'ont pas l'échelon départemental suffisamment reconnu et efficace, et on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Donc moi, je suis partant, pas parce que je suis ancien ministre de la Santé, pour prendre davantage de responsabilités, mais je passe le message à Paris, là, faites-nous confiance. Et pourtant, on a quand même l'impression qu'il y a des initiatives qui se prennent sur le plan territorial, les CPTS. Bien sûr, mais attendez. On regarde la réalité en face, je suis dans la région où on meurt le plus tôt en France, où les déterminants de santé sont les plus mauvais, en matière de cancer, d'obésité. Et on nous laisse nous débrouiller grosso modo avec les mêmes moyens que les autres. Et vous croyez là encore une fois qu'on peut faire des satisfecit? Qu'est-ce qu'ils attendent pour se réveiller, pour prendre cette mesure? Et je vais même plus loin. Je pense qu'à terme, il nous faudra évoluer vers une base d'ONDAM, mais aussi d'ORDAM, d'objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie, capables de prendre en compte les spécificités, notamment en matière de santé et de santé publique. C'est la seule façon de savoir faire du sur-mesure et donc de solliciter les collectivités pour qu'elles s'investissent et qu'elles investissent à côté de l'État. Oui, c'est une sorte de Big Bang. Oui, la déconcentration, elle n'existe pas, mais vous ne l'avez pas faite non plus, ni les uns ni les autres. Alors, excusez-moi, si vous voulez que je rappelle un peu ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'était l'enjeu de votre question, mais je vais en profiter. Tout me va, on a encore quelques minutes. C'est qu'à l'époque, on ne fonctionnait pas avec une T2A à 100%, et qu'il y avait à l'époque des crédits conséquents sur les MIGAC, les missions d'aide à l'intérêt général et à l'aide à la contractualisation, qui nous permettaient de faire du sur-mesure. Or, aujourd'hui, ce n'est pas Ségur qui dirige le budget de la santé, c'est Bercy. Et donc derrière, les consignes de Bercy sont répercutées au ministère avenue de Ségur, qui les répercute sur les directeurs d'ARS et qui les répercute sur les directeurs d'établissement. Comment voulez-vous sortir de cette logique comptable? C'est ça le fond du problème. On dit un mot sur la santé mentale, la psychiatrie, qui est un sujet effectivement grave. Non, il n'est pas grave, il est pire que ça. D'ailleurs, c'est l'un des sujets, j'avais été très marqué par ce qu'avait fait le président Chirac. C'est-à-dire qu'il avait voulu piloter d'une certaine façon lui-même des grands plans, qui étaient des chantiers présidentiels. Et notamment, lui l'avait fait pour le cancer, avec la mise en place de l'INCa et de nouvelles politiques. Et pour ne rien vous cacher, si je n'avais pas brillamment remporté la primaire de 2021, si j'avais été jusqu'au bout, j'aurais fait de la santé mentale un de ces grands chantiers présidentiels. Et cette question de la santé mentale, elle doit être aussi appréhendée et regardée avec le Covid. Vous en parliez tout à l'heure. Et notamment sur les Covid longs. Il est temps aussi d'engager des programmes de recherche. Il est temps d'investir sur la recherche. Il est temps d'investir davantage dans le soin. C'est des places, c'est des postes. Et pas seulement. Parce qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui la santé mentale dans un tel système d'abandon. Je le dis d'autant plus, parce que vous allez me le dire, je pense que c'est à un moment que je connais bien, que nous avons lancé les premiers plans sur la santé mentale. Le vrai problème, c'est que lancer des plans, c'est bien, les appliquer, c'est mieux, et régulièrement d'en relancer de nouveau avec de nouvelles ambitions. C'est ça qu'il faut faire, quelles que soient les sensibilités politiques des gouvernements, parce que ce sont des enjeux d'intérêt général. L'idée que l'on a eue, et ce sera ma dernière question, un ministère assez vaste avec santé, retraite, tenu par Madame Vautrin, avec un ministre délégué que nous connaissons bien, Frédéric Valletoux, enfin, qui est connu ici en tout cas. Ça, c'est un bon schéma. C'était un peu le vôtre aussi. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'était exactement le mien. C'est d'ailleurs ce que j'avais souhaité, parce que ça permet d'avoir des titulaires du poste qui ont un vrai poids politique. Après, tout dépend du choix que vous faites. Et ce n'est pas anodin. J'étais ministre de la Santé, mais je n'avais pas voulu qu'il y ait de ministre délégué à la Santé, parce que j'avais bien l'intention d'assumer également cette mission. Un ministre délégué à la Santé, un secrétaire d'État à la Santé, ça témoigne de la volonté ou pas du ministre de plein exercice de prendre à bras-le-corps le sujet. Et d'autant plus qu'il faut le dire, en novembre 2010, je reviens avec deux choses. Je ne sais pas qu'il y aura cette loi médicaments, parce que la crise du Mediator survient, je crois, 48 heures. On a la révélation après que j'ai été nommé.
Et puis également, je viens parce qu'un certain nombre de professionnels, notamment libéraux, voient déjà que la loi HPST produit un certain nombre d'effets négatifs. Et je viens, et je l'assume, en soutenant la PPL Fourcade pour remettre les choses d'aplomb et corriger un certain nombre d'excès déjà de la loi HPST. Donc c'est ça clairement ma feuille de route à l'époque. Mais j'ai toujours été investi dans la santé parce que c'est l'un des plus beaux ministères et l'un des plus exigeants. J'ai exercé différentes fonctions ministérielles. La santé, c'est pas pareil. On touche à ce qu'il y a de plus important, à ce qu'il y a d'humain. Et cette question de l'humanité qui est au cœur du ministère de la Santé, c'est quelque chose, à mon avis, d'inégalable. Cette densité du ministère et la qualité des rapports, et avec aussi, pardonnez-moi, ce que font les soignants et tous ceux qui accompagnent les soignants. C'est un ministère formidable. Voilà, vraiment pour terminer, le temps imparti malheureusement est terminé. Sur la fin de vie, un message, la loi de fin de vie, vous la regardez, j'imagine, de près. Bon, écoutez, à titre personnel, ça n'est pas un secret. Moi, je suis un tenant de la loi Leonetti, mais encore une fois, une loi votée, c'est bien, une loi bien appliquée partout, c'est mieux. Il y a la question des soins palliatifs, et je m'étonne qu'il ne soit pas plus mis en avant dans ce texte. Et puis surtout, ce que je n'apprécie pas du tout, c'est le dernier mouvement législatif. Et là, il faut qu'on ait une véritable transparence sur ce qui est en train de se passer. Tous les garde-fous qui avaient été posés, je regardais en détail le texte, tous ces garde-fous viennent d'être balayés par les derniers travaux de la Commission. Ce n'est plus du tout le même cadre, ça n'est plus du tout le même contexte. Et je dis au gouvernement qu'il doit veiller à remettre très clairement ce qui était prévu comme garde-fou au début. Tout ceci se passe clairement, comme si c'était en cercle restreint, sur un sujet qui touche à ce qui est le plus intime. À cette forme, non pas de confusion, mais de clarification qu'il doit faire sur notre rapport, pas seulement à la mort, mais à la douleur. Parce que c'est là aussi où il peut y avoir une confusion dans l'esprit des gens. Et ce sujet-là mérite mieux que les derniers mouvements derrière, dans les couloirs ou derrière les tentures des commissions sur ce qui vient de se faire. Ce qui vient de se passer en fin de semaine dernière est gravissime et il est temps que le gouvernement revienne à des choses beaucoup plus claires. Et pour ma part, permettez-moi de le dire, je reste encore un tenant de la loi Leonetti-Claes. C'est le jeu parlementaire aussi. Madame Firmin Lebaudot ici nous a dit. Madame Firmin Lebaudot, je termine simplement. Madame Firmin Lebaudot nous a dit qu'évidemment on était dans les discussions parlementaires et que le gouvernement assumerait ses responsabilités. Il n'y a pas de jeu parlementaire sur un sujet comme celui-là. Mais malheureusement, il y a la réalité. Il faut aussi que chacun se hisse à la hauteur de l'enjeu. Et là, ce n'est pas une loi comme les autres. C'est une loi à ce qui touche de plus intime, à notre rapport à la vie, la mort bien évidemment, et le terme même de jeu parlementaire sur un texte sur la fin de vie relève pour moi complètement de l'oxymore. Enfin, en tout cas, pour terminer, on retient que vous souhaiteriez avoir une très grande loi sur la santé, mais comment fait-on quand on n'a pas de majorité? Non, attendez. Le problème de ne pas avoir de majorité, c'est un choix de commodité du président de la République. Les majorités existent. Il y a, on ne peut pas faire de politique, mais il y a les Républicains, il y a Lyotte. La vraie question, c'est, ça fait combien d'élections présidentielles que la santé n'a pas été au cœur d'un débat de deuxième tour? Depuis combien de temps? Le président de la République s'exprime souvent sur la question de la santé. Le Premier ministre, l'autre jour, a fait le ministre délégué à la santé. Je ne suis même pas sûr que le ministre délégué à la santé, que la ministre Vautrin, n'ait pas découvert un certain nombre de choses dans la presse. C'est pas comme ça qu'on pratique. Et puis, si je peux me permettre, on en a peu parlé. Quand je vous disais aussi qu'il faut anticiper, regardez la place de l'intelligence artificielle. Quand est-ce qu'on en parle? Quand est-ce qu'on fait en sorte que notre système de santé nous permette d'absorber les nouvelles thérapies, très coûteuses, nous permette d'intégrer la place de l'intelligence artificielle qui ne doit pas prendre la place de l'homme, parce que l'intelligence artificielle ne remplacera pas un certain nombre de médecins. Mais les médecins qui, eux, n'utilisent pas l'intelligence artificielle seront remplacés. Et ça, on doit absolument le prendre à bras-le-corps. Et vous l'avez compris, pour un pays comme la France, qui a une telle excellence en matière de santé, le problème n'est plus de rattraper le retard qu'on connaît depuis des années, c'est de prendre un temps d'avance. Et quand on a la chance d'avoir un tel système de santé, ça vaut vraiment la peine, Pascal, d'investir. Merci Xavier Bertrand d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Heureux de vous accueillir.